Bonsoir à tout le monde. C'est un très grand plaisir de pouvoir vous accueillir ici pour cette conférence sur le sujet absolument passionnant des low-tech. Donc, je pense qu'on se connaît à peu près tous, mais je m'appelle Gaëtan Chery, je suis le directeur de la Haute École d'Ingénierie. Et puis, ça fait quelques années en fait que la HESSO Valais-Wallis, en particulier au départ, la Haute École d'Ingénierie, on collabore soit avec l'association Utopia, soit parfois avec l'association d'étudiants HES ECO, pour pouvoir vous proposer en fait des séminaires où on fait intervenir des experts qui nous viennent de l'extérieur puis qui nous présentent un sujet thématique, je dirais avant tout, qui est là pour nous faire réfléchir. Donc aujourd'hui, c'est un grand plaisir puisqu'on va traiter du sujet des low-tech. Puis avant de passer la parole à notre invité, je donne juste une info, mais qui, je pense, va vous permettre aussi de mettre cette conférence en perspective de vos études. Donc nous avons dans la salle une série d'étudiants qui ont soumis un projet YouChange via le collectif HES ECO. Donc YouChange, c'est un appel à projet pour la durabilité de la HESSO. Et ce projet, ils l'ont remporté, et bravo encore, hein, chers étudiants. Et il va consister à créer un cours sur les low-tech pour la filière énergie et technique environnementale. Donc vous le voyez, c'est un sujet qu'on prend extrêmement au sérieux. Bien entendu qu'en tant que haute école liée à l'ingénierie, on doit vous former aussi au high-tech, mais on pense que pour un ingénieur, c'est extrêmement important d'être génial ou ingénu, et ça veut dire aussi d'avoir une vue assez large sur tout ce qui est possible de faire. Donc d'ici quelques instants, ça va être monsieur Barnabé Chaillot qui va vous faire cette conférence. Je crois que pour avoir une présentation plus détaillée, j'ai le plaisir de passer la parole à Marie Dupont-Avis de l'Eco-Hub de la HESSO Valais-Wallis. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Oui, je suis Eco-Hub HESSO, aussi représentante surtout de l'association Utopia, pour qui est mandatée par la HESSO depuis maintenant 4 ans pour organiser des conférences, des ateliers, des animations autour de la transition écologique et sociétale. Et donc cette année, on est très très content d'ouvrir ce sujet des low-tech, d'autant plus que je vous dirai un petit mot après pour ceux que ça intéresse. Utopia a un nouveau projet pas très loin ici qui va notamment ouvrir un atelier et un laboratoire low-tech. Donc pour ceux que ça intéresse, on pourra en parler après pendant l'apéro. Nous, on est une association qui s'est donnée pour mission d'inspirer et d'activer la transition écologique. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent, donc je vais pas en parler très longtemps. Mais je voulais juste dire que j'ai l'impression, depuis quelques années qu'on travaille à l'école d'ingénierie, qu'il y a de plus en plus d'ingénieurs qui sont maintenant conscients qu'il faut produire différemment, peut-être inventer des nouveaux modes de consommation, de production, plus en respect des limites planétaires, peut-être aussi des nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles dans les industries, etc. Et puis c'est des sujets qui sont pas évidents à aborder dans une école d'ingénierie, quand on parle de low-tech, quand on parle de décroissance, quand on parle de tous ces mots, autonomie, etc. C'est un peu, ça peut faire un peu peur pour certains. En tout cas, je pense que vraiment c'est pas évident à aborder, et je félicite du coup vous à la direction de la HEI d'oser quand même ouvrir le débat, la discussion, de pouvoir un petit peu éveiller les esprits sur le fait que ça existe. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Et donc ce soir, grâce à Barnabé, ça va être l'occasion de t'entendre et puis ensuite d'écouter Pierre Roduit et Julien Soliot qui sont là, voilà, et avec une modération de Manuel Emerny sur ces questions. Et si j'ai bien compris, la table ronde sera aussi très participative, donc vous aurez aussi l'occasion de pouvoir discuter avec nos intervenants et évidemment à l'apéro aussi après. Donc Barnabé, je pense que tout le monde voit à peu près qui c'est. En tout cas, si vous êtes venu, peut-être que vous êtes allé voir un peu ses tutos sur YouTube. Et du coup, je ne vais pas le présenter en détail, mais en gros, il est quand même connu pour créer des petits systèmes autonomes, auto-construits, en lien avec la transition, je dirais de manière générale, énergétique beaucoup, avec ton nouveau livre principalement, mais aussi, si j'ai bien vu, alimentaire et tout plein d'autres petits systèmes utiles à la transition. Donc je vais te passer la parole. Je remercie juste Sophie ici qui a tout organisé ce soir. Donc je pense qu'on peut vraiment la remercier parce qu'elle fait plein de travail qu'on voit pas. Donc merci Sophie. Et puis bonne conférence et à tout à l'heure. J'ai déjà mon micro. Merci. Merci d'être là, c'est vraiment sympa. C'est très valorisant pour moi, qui bricole toujours dans mon petit garage. Je suis tout seul devant la caméra. Il y a des gens qui disent que je suis assez humble, alors que je trouve qu'être tout seul devant une caméra et oser se publier, c'est plutôt très prétentieux. Mais bon, ça, on en reviendra.
Si je parle trop vite, vous ne comprenez pas, vous levez les bras, on est entre nous, hein, tout va bien. Je me présente rapidement, bricoleur du dimanche à temps plein. Ça fait 10 ans que j'ai arrêté de travailler définitivement et je ne retravaillerai plus jamais pour quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas. Sauf si c'est pour faire de l'argent et plein de choses qui ne vont pas. Du coup, je me suis défini comme bricoleur parce que j'adore bricoler. Du dimanche, parce que je fais ça en amateur, bien évidemment. Et comme je ne fais pas d'autre chose, je le fais à temps plein. Donc ça veut dire que je me fais plaisir tous les jours à bricoler. J'ai tout le temps de réfléchir qu'est-ce qui serait utile. Il y a une espèce de fond qui m'intéresse, une intégrité mentale. Il y a plein de choses que je ne me permets pas, que je pourrais me permettre. Mais si je le montre en vidéo, je vais trouver ça pas terrible. Déjà, parce que ça ne sera peut-être pas reproductible. Du coup, je m'interdis certaines choses que je montre en vidéo. Là, je vais pousser un peu plus loin parce que ça sera peut-être moins... On va sortir du cadre du personnage. Il y a un personnage dans les vidéos qui a une éthique. Et là, c'est le vrai personnage que vous voyez. Du coup, il y a un discours un petit peu différent. Je suis utopiste parce que j'ai toujours pensé que ça sera différent. Le futur sera vraiment différent d'aujourd'hui. Et j'ai toujours pensé ça. Et on m'a toujours traité d'utopiste. Parce que pour moi, ça va se calmer un petit peu. Une espèce de croissance monstrueuse dans un milieu fini. J'y crois pas. Voilà. Donc on m'a dit, t'es utopiste, de croire que ça va s'arrêter à un moment donné. Et maintenant, c'est le contraire. On me traite de réaliste. Et les utopistes, c'est ceux qui pensent, a priori, que ça va pouvoir continuer comme ça. Alors c'est Arthur Keller qui le dit, mais j'aime beaucoup ce qu'il dit, puis on va en parler un petit peu. Je crois que je me suis assez présenté. Je fais plein de vidéos, des tutos. Pour moi tout seul, je parle toujours à la première personne dans ce que je fais. Tout ce que je vais dire, même si vous vous sentez concerné, ce n'est pas contre vous, c'est juste ce que je pense et les problèmes que j'ai avec cette réflexion-là, que je partage et qu'on pourra échanger sur le sujet. Je vous commence par une petite vidéo mise en scène que peu de monde a regardé. Pour moi, c'est ma plus belle vidéo et c'est celle qui a moins bien marché. C'est comme ça. Du coup, j'en profite pour vous la montrer. Le son n'est pas terrible et on en discutera juste 1 minute après. Je vous laisse. Polenta. Popcorn. Aïe, aïe, aïe. Ça paraît, il y a des gens qui vont tout comprendre dans la vidéo, il y a des gens qui vont juste survoler, comme quoi c'est un papa qui bricole. En fait, il y a le moulin à café de mes grands-parents, il y a le moteur d'essuie-glace en 12 volts de mes parents,
il y a mon panneau solaire, et puis voilà, il y a mon fils qui me demande de bricoler avec ça. C'est de l'alimentation, c'est pour moi quelque chose qui est essentiel. Ce qui tourne, si ce n'est pas de l'énergie, ce n'est pas forcément important. Et on va voir que pour moi, j'ai un filtre de vision des choses. Tout n'est qu'énergie. Donc ça en fait partie. C'est naïf, c'est ridicule, et en même temps, si on n'avait pas ça, on serait perdu. On aurait beau avoir des grosses voitures, ça ne changerait rien au fait qu'on ait faim. Donc voilà, il y a un mot que j'affectionne particulièrement, c'est ce mot résilience. Je vais le redéfinir. En plus, on est bien placé ici pour le savoir. Ça se dit plutôt pour des matériaux, on les trempe dans l'acide, on leur tape dessus, on les met à pression et des degrés. Et en final, on regarde, et s'ils n'ont pas trop bougé, on appelle ça, c'est des matériaux résilients. Et bien évidemment, moi, ce que j'applique ça à ma façon de vivre, si quelqu'un veut plus... si je ne travaille pas, donc je ne peux pas être viré, c'est ça aussi, la résilience. Je ne dépends de personne pour être content de bricoler. Si les magasins ferment, ça ne me pose aucun souci. Il y a 250 kg de blé, de châtaigne dans ma cave. On va voir le temps les choses à rigoler passer. Pareil pour l'eau, j'ai une cuve à eau de pluie, je la filtre un petit peu pour la boire et m'en servir. Je les mets dans les WC, dans la douche. S'il n'y a plus d'eau, ça ne me pose pas de problème. En tout cas, dans un temps. Après, bien évidemment, si c'est sec, ça sera d'autres problèmes. Et je m'aperçois que finalement, tout... Moi, je suis résilient, c'est sûr, et j'essaie d'être de plus en plus résilient. Et tout ce que je vois, c'est un filtre d'énergie. Voilà, donc, les gens disent... je vois bien que quand on veut se nourrir, il faut un tracteur, et il faut des tracteurs pour récolter, conserver, et même pour cuisiner, c'est que de l'énergie. Pour se loger, c'est pas l'énergie pour se loger, c'est pas juste le chauffage, c'est le béton, la dalle, les tuyaux, tout le carrelage, c'est que de l'énergie qu'on met pour transformer le sable ou du calcaire en ciment. C'est que de l'énergie. Moi, je le vois que comme ça. C'est un filtre. Il y a d'autres façons. On peut le voir esthétique, confortable. Mais moi, j'ai décidé d'avoir ce filtre énergie et de le partager avec vous aujourd'hui. Pour se déplacer, pareil, c'est pas juste, même un vélo, on pédale, on se dit, c'est que de la force musculaire. Pas du tout. Déjà, il faut faire tout un vélo en acier. Et c'est pas des gens qui ont pédalé pour faire de l'électricité, pour fabriquer un vélo. C'est vraiment de l'énergie pure. Et on le verra même quand on pédale, finalement... c'est que de l'énergie qui vient de la nourriture. Et cette nourriture, pour l'avoir en bouche, il a fallu absolument la cultiver et à grands coups de tracteur. Du coup, même la force motrice qu'on a, elle vient du pétrole et on n'a pas le choix parce qu'on cultive très très peu. Peut-être ici certains, et encore je ne suis pas certain, ont des jardins en autosuffisance avec des pommes de terre, mais c'est assez rare. Les gadgets, bien évidemment, c'est que de l'énergie, tout c'est plastique. Et avoir un travail et donc des outils. On fabrique des outils avec beaucoup d'énergie. Donc pour moi, il y a une énergie faramineuse qu'on consomme et c'est ça que moi je veux voir et montrer parce qu'on va voir qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'énergie ou pas autant qu'on croit. Du coup, je trouve intéressant d'avoir cette vision-là. Tout n'est qu'énergie. Alors, je voulais qu'on voit c'est quoi les low-tech. Alors on le sait tous, je vais reprendre Jean Covici, j'aime bien mais je vais faire assez court. On sait tous que les bateaux avant, ils étaient en bois, ils avaient des toiles en lin, et puis qu'ils avançaient avec le vent. Et on sait aujourd'hui tous que ce n'est pas le cas pour un bateau aujourd'hui. Mais je n'avais pas fait la relation, avant d'avoir entendu Jean Covici, qu'avant c'était tout renouvelable, le bois poussait tout seul, le lin poussait tout seul, enfin, il fallait le tisser, mais c'était tout était offert, toute la matière était offerte et renouvelable. Et le vent pour le pousser aussi, alors que les bateaux aujourd'hui, c'est que de l'acier avec des gros moteurs et du pétrole. Donc les tracteurs, c'est pareil, le chauffage, c'est pareil, et la construction. Alors, le tracteur avant, oui, c'est ça, on avait un cheval qui mangeait de l'herbe, qui pouvait se reproduire, et quand il se blessait, il se réparait. Et bien aujourd'hui, un tracteur, puis en plus, on pouvait le manger à la fin, alors qu'un tracteur, on ne pourra rien faire avec. Le chauffage, pareil, tout était renouvelable. Et la construction, pareil, on prenait de la terre. Moi, j'habite dans une maison qui a 250 ans, en pisé. Donc, c'est de la terre qu'ils ont tassée, et elle a 250 ans. Dans le même village où je suis, à Voiron, là, il y a déjà des immeubles qui ont 50 ans, et ils les détruisent déjà, ils sont obsolètes. Alors que ma maison, elle est dans son jus, elle est bien, et il n'y a personne qui aurait envie de dire on va mettre autre chose à la place. Donc, c'était vraiment renouvelable, même construire. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Alors, les low-tech, il faut qu'on définisse un peu les low-tech, parce que là, il y a la moitié de la salle, ça ne va pas se partager comme ça, mais qui va dire, là, c'est low-tech et pas low-tech.
technologie ou douce. Alors douce technologie, moi j'aime pas ça. Je considère que c'est technologique ou pas technologique. Mais technologie douce, c'est pas évident. Alors par exemple, on va commencer par quelque chose de simple, faire du pain. Tout le monde dit faire du pain, c'est simple, c'est peut-être pas technologique, alors qu'en fait, c'est de la haute technologie. Alors, on va passer toute la culture de côté. On va se dire, allez, à un moment, on a du grain pour faire du pain, du grain de blé. Et là, allez-y, faites du pain. Il faut le moudre. Il faut y aller pour le moudre. Hein. Il faut tailler du granit ou d'autres matériaux qui sont solides, les faire tourner avec une force qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais c'est toute une technologie. Si vous demandez de faire ça pour demain, vous serez bien embêté. Et on le fait parce que ça permet d'écraser ce qu'on n'a pas envie de faire avec les dents, ce qu'on est fainéant, on le fait faire par une pierre, et si c'est possible un animal ou de l'eau qui fait faire tourner la roue, ça va bien nous arranger. Pour ce même pain, c'est pas le tout d'avoir de la farine, il va falloir le tamiser, parce qu'il y a la moitié des choses qu'on appelle le son, qui est pas très digeste, et même qui est assez abrasif pour le système digestif. Du coup, il faut un tamis. Donc c'est encore si je vous demandais de faire un tamis demain comme ça, à moins d'aller chercher du nylon que vous êtes incapable de faire, c'est très compliqué de faire un tamis. Et c'est pas fini. Il faut le faire. On met du levain pour faire ce qu'on appelle une lyse enzymatique. Donc c'est pas le tout de l'avoir mastiqué avec une machine. Il va falloir le faire prédigérer par des bactéries. Il faut cultiver les bactéries. Il faut le mettre un certain temps. Et encore une fois, c'est pas fini. Après, on va le cuire pour faire une lyse thermique. Voilà. Et c'est pour ça que quand vous mangez une baguette, ça va directement dans le sang et vous êtes bien content d'avoir ni mastiqué, ni prédigéré et ni cassé ces grosses molécules de protéines de gluten par la cuisson. Donc rien que pour moi, faire du pain, c'est un truc de haute technologie. C'est facile à faire pour nous aujourd'hui, mais ça reste de la haute technologie. Je fais mon pain, je fais mon levain, je fais ma farine et je suis fier d'aller déjà aussi loin dans la technologie. Le fromage, c'est pareil, avec des bactéries, l'alcool, pareil. Cuire de la terre, est-ce que cuire de la terre, c'est de la low-tech? Ça, je pense que c'est vraiment de la low-tech, parce qu'on prend de l'argile, c'est comme les imprimantes 3D. Vous faites une brique, et avec cette brique, vous pouvez faire un four, et dans ce four, vous pouvez cuire vos poteries. Donc, il s'auto-construit. Mais travailler le bois, c'est déjà plus... Pour moi, on n'est pas vraiment dans la low-tech, parce que aller couper un bout de bois ou le scier, mais il faut déjà du métal. Et alors là, on extrait du métal. Pour moi, on n'est plus dans la low-tech, parce qu'il faut toute une industrie derrière pour fabriquer du métal. J'ai assisté à des formations pour faire du métal, du fer. Il faut couper du bois, il faut faire du charbon. Après, avec le charbon, il faut faire cuire pendant des heures avec une espèce de minerai qu'on a récupéré. À la fin, ça fait une espèce de loupe qu'il faut tasser pour pas que ça s'éclate, pour essayer de rapprocher le fer les uns des autres. Et après, il faut un forgeron qui va consommer encore du charbon de bois, si ce n'est pas du charbon minéral. C'est très très compliqué. Du coup, pareil pour les fibres végétales, faire un métier à tisser, c'est pas facile. Le cuir, bon, on adhère ou pas, mais en tout cas, on est bien content d'avoir trouvé des choses de remplacement, mais qui sont tech, très 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 tech. Pour moi, extraire du métal, déjà, on est dans la limite. Mais pourquoi pas? Si vous dites non, c'est de la low-tech d'extraire du métal, pourquoi pas? Fondre du verre, je pense, c'est encore plus. Alors distiller le pétrole, là, on n'en parle pas. Déjà que ça vient d'extrêmement loin. Et il faut quand même toutes les grosses usines. Et utiliser de l'argent, on paraît c'est simple, mais c'est très technologique d'utiliser de l'argent. On ne pourrait pas le créer comme ça, on pourrait créer des monnaies d'échange, mais l'argent tel qu'il est aujourd'hui est joué avec. Donc quand on joue avec des matériaux de nos poubelles, effectivement, ils sont là, donc ça ne coûte rien. Mais est-ce que c'est durable? C'est durable tant qu'on est dans une société qui est très haute technologique. Mais donc c'est du low-tech dans la high-tech. Donc je pense que c'est un petit peu la limite dans laquelle on est. C'est de croire que c'est low, alors que c'est complètement high. Voilà. Et moi, je me situe entre les deux. C'est pour ça que mon vieux moulin à café en bois avec un peu de fer pour moudre, c'est sympa. Bien évidemment, je ne pourrais pas en moudre pour le vendre et en faire vivre ma famille, mais je pourrais quand même vivre avec en mangeant mon maïs. Donc, il y a une limite à... Je fais quelque chose en grosse quantité, avec un outil très performant pour pouvoir le vendre, le produit de cette machine, pour pouvoir après faire d'autres choses avec. Donc, il y a encore... quelque chose comme ça. Alors, ça, c'était les low-tech. Parce que le titre de la conférence, c'est « Comment les low-tech vont changer les métiers pour demain ». Voilà. Donc ça, je considère que j'ai à peu près défini les tech. Et encore, chacun donnera son avis plus tard sur c'est peut-être pas tout à fait ça. Qu'est-ce que c'est demain?
Ça, c'est une bonne question. Et alors, sur la low-tech, on n'est pas tout à fait d'accord, j'espère. Et sur demain, on ne va pas être d'accord non plus. Mais on a chacun notre vision. Alors ça, moi, j'ai fait pas mal de biologie en études supérieures. Bon, il n'y a pas besoin de faire des études supérieures pour connaître les courbes de Gauss. Quand on met une population avec une énergie finie, en tout cas dans un milieu fini, bah, ça se passe comme ça. La population qui se reproduit consomme quelque chose, et plus elle en consomme, moins il en reste, et quand il n'y en a plus, et ben, sa population diminue. C'est comme ça. Alors après, on peut entre-temps trouver d'autres matériaux, donc on va voir. Voilà. Donc les deux courbes se ressemblent pas mal, moi je trouve. On en parle rarement. Je me souviens d'avoir assisté à des conférences où j'ai parlé de surpopulation, on me regardait des grands yeux, on me disait c'est pas le sujet, et puis c'est trop tard. Mais je trouve intéressant, moi, de voir qu'il y a une similitude entre la population. Alors, quand on regarde la population juste en 150 ans, c'est pas trop pentu. On pourrait même le prendre sur les dernières 20 ans, on dirait que c'est presque une horizontale. Mais non, il faut regarder un peu plus loin, et on voit que c'est quelque chose qui est quand même extrêmement asymptotique. Voilà. Et on a pu ici, alors je pense qu'on pourrait corréler, ici c'est la découverte du charbon, et là c'est la découverte du pétrole, puis là c'est le gaz, et puis voilà. Après, tout ce qui est autre là, au-dessus, on en parle beaucoup, mais on ne devrait pas vraiment parce que c'est ridicule. Je trouve toujours qu'il y a une disproportion entre la quantité de choses qu'on raconte et le rapport que ça a dans la réalité. On parle beaucoup par exemple des ampoules à changer dans une pièce ou dans un ménage, mais les ampoules c'est 2%. Alors tout le reste, on n'en parle pas beaucoup, on parle souvent des ampoules, il faut changer, mettre des LED. Et je dis souvent, j'exagère un petit peu, mais c'est l'expression que j'aime bien, si les gens décidaient de vivre dans le noir, ils économiseraient 2% d'énergie. C'est ridicule finalement d'économiser 2%. Alors c'est pas tout à fait ridicule parce que 2% et 2% ça fait beaucoup, mais c'est pas la peine d'en parler autant alors qu'il y a des gros postes de consommation. Voilà. Donc demain, voilà. Alors ça c'est Arthur Keller qui est venu ici, j'ai appris, qui est très bien, que j'aime beaucoup. Du coup, on revient un petit peu. Alors, il faut corréler Voilà, donc ça, la courbe de population, sur demain, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on va devenir beaucoup plus, 10, 15, 20 milliards, ou on va stabiliser à 12, à 10, ou on va décroître? Ça, on ne sait pas. C'est des incertitudes de demain. Mais du coup, ça fait qu'il y a plusieurs mentalités qui vont se définir ici, ou en tout cas dans la population, sur demain. Est-ce que ça va croître indéfiniment et l'énergie qu'on va trouver et la population qui va avec, ou alors on va juste réussir, je ne vais pas refaire la conférence d'Arthur Keller qui était très bien, ou les soutenabilistes qui vont dire qu'on va arriver à un moment à être pile poil à consommer juste autant que ce que la nature nous offre, ou alors on est déjà dans un scénario où on est décroissant et on se dit en fait on consomme trop, il y a des populations d'animaux qui se dégradent, on a mis du plastique de partout et on se dit à un moment ça va décroître. Du coup, et le dernier point, c'est les effondristes ou ceux qui croient en tout cas à un effondrement et qui disent il faut qu'on rétropédale. Voilà. Alors, si vous voulez parler de low-tech et vous êtes un illimitiste, pourquoi pas? Mais du coup, on n'aura pas la même discussion. Donc moi, je voulais, avant de parler, dire où je me situe. Donc je suis un gros décroissant et plutôt pas mal effondriste. Je pense que ça va se casser la figure parce que l'énergie, elle n'est pas infinie. Et du coup, chaque fois que je fais quelque chose dans un bricolage, je ne me dis pas je prends moins de pétrole ou je prends moins d'électricité. Ça ne m'intéresse pas d'en prendre moins. Je me vois déjà, ou je trouve intéressant, d'imaginer qu'on pourrait faire 100 ou avec extrêmement peu. Pas juste diviser par 2 ou par 3, c'est pas intéressant. Un facteur 10, oui, ça serait sympa. Du coup, faire du maïs sans électricité, du maïs sans électricité, je trouve ça intéressant. Voilà. Voilà. Du coup, si demain, alors ça dépend où on se situe, mais si demain il faut faire avec 10 fois moins d'énergie qu'aujourd'hui, minimum, peut-être plus, il faut tout réinventer. Et c'est là que je trouve que les ingénieurs d'aujourd'hui, alors je vous souhaite souvent contre les ingénieurs parce que je suis en train de réparer une machine à laver la vaisselle, je la démonte, je prends 2 heures avec mon fils et on regarde, et en fait il y a une pièce en PVC qui est rigide et à l'intérieur ils ont incrusté du caoutchouc mou et avec au bout de 10 ans ça se dégrade, il y a tout qui part ça fuit. Voilà. Et alors
Je me dis, mais c'est pas compliqué, ils auraient pu mettre un téton et puis après un manchon qu'on peut changer. Ça aurait été sympa. Eh ben non, c'est pas comme ça. Du coup, la pièce, je peux pas la trouver. Alors, vous savez ce qu'il y a sous cette pièce qui fuit? Il y a un flotteur. Et quand il y a de l'eau dedans, il monte et il y a un capteur qui dit ça fuit, on arrête la machine à laver. Ils ont mis un système de flotteurs et de capteurs de niveau d'eau, de fuite, mais la pièce en elle-même qui fuit, c'était évident qu'elle allait fuir, hein, incruster du caoutchouc souple à l'intérieur d'un PVC rigide, et le tout sur un moteur qui pour aspirer, forcément, ça allait le cuire avec la chaleur et les détergents. Donc je rouspète souvent contre les ingénieurs, mais du coup, là, je viens ici et je me dis, c'est le moment de créer quelque chose qui va être durable. Alors, s'il faut faire avec 10 fois moins d'énergie, parlons des douches, par exemple. Moi, j'ai fait des essais, je peux me laver avec 3 litres d'eau. On prend un petit bol, on prend un petit gobelet, hop, et on se mouille à l'africaine, c'est pas péjoratif du tout, et on peut se doucher avec 3 litres. Avec 6 litres aussi. J'ai mis un petit capteur d'eau, et j'ai regardé combien je consommais d'eau, 6 litres. Et du coup, je vois que pour avoir de l'eau chaude, il me faut déjà 3 litres, le temps que l'eau chaude arrive. Et je me dis, mais en fait, j'ai gaspillé la moitié de ce qui m'intéressait, juste parce que j'ai mis un chauffe-eau loin. Voilà. Du coup, on a de la technologie, et on consomme. Pour petite information, j'ai un chauffe-eau électrique en France, on est nucléaire. Le nucléaire, la nuit, il n'y a pas grand monde qui s'en utilise. Donc, il y a un système qui est sympa. On prend un gros cumulus et la nuit, on l'envoie en heure creuse, où il y a moins de monde. Donc, ce système-là de consommer la nuit, quand on a beaucoup d'énergie, c'est intelligent. Mais moi qui regarde mes consommations, parce que on a fabriqué avec un copain un compteur individuel où on voit vraiment les watts cumulés de l'ensemble de la maison ou avec des pinces ampémétriques de chaque objet. Je me dis, mais là, on n'était pas là, on a vachement consommé, comment ça se fait? Alors je regarde et je vois que c'est le poste chauffe-eau qui a vachement consommé. Je dis, on va faire un essai, on laisse brancher, mais on coupe l'eau, la sortie d'eau. On le fait comme si, donc je dis à la famille, à tout le monde, dans les 24 prochaines heures, on ne va pas consommer d'eau chaude. Ça ne sera pas possible, le robinet est fermé. Et je regarde la consommation et je vois qu'il consomme 1800 watts-heure, 1,8 kWh d'énergie, pour se maintenir en température. Il chauffe, il se refroidit, il se réchauffe, il se refroidit. Mais j'ai rien consommé et lui consomme 1800 Wh. Alors, il y a plein de gens qui vont dire, mais c'est ridicule, 1800 Wh, c'est 30 centimes. C'est vrai. Mais si vous deviez pédaler pour faire ça, il faut pédaler 19 heures. Voilà. Alors, dans un monde où l'énergie coule à flot, c'est ridicule de faire un chauffe-eau qui serait mieux isolé. Et s'il fallait mettre 40 € d'isolant, ça ne serait peut-être pas remboursé, vu le prix de l'énergie. Mais je trouvais quand même intéressant, soit d'avoir un ballon plus petit ou de l'isoler un peu mieux. En tout cas, quand j'ai su ça, j'ai couru dans mon atelier, chercher de la laine de verre, même si ce n'est pas terrible, et des microfilms, et j'ai fait une espèce de grosse chipolata avec mon ballon. Alors, c'est très, très moche, mais j'ai gagné 1 kWh. Voilà. Donc, je perds plus que 0,8 kWh tous les jours, comme ça. Et je me dis, mais c'est pas mal. Alors, il y a plein de gens qui essayent, qui me disent, ouais, j'aimerais bien installer des panneaux solaires pour être autonome. Je dis, oui, déjà, avec un panneau solaire, si tu isoles ton chauffe-eau, pour ceux qui ont des chauffe-eau, bien évidemment, il y a plein de choses à faire avant d'installer des panneaux, parce qu'il faudrait que tu en installes 2. Le panneau solaire, ça coûte 100 € pièce, il en faut 2. Après, il faut le support à mettre sur le toit, monter sur le toit, pas faire d'accident. Après, il faut des onduleurs sur le réseau. Tout ça, pourquoi? Pour économiser des pertes qu'on avait dans la maison. Et elles sont tout le temps là, et il n'y a personne qui en parle. Voilà. Les WC, pareil. Tout est inventé sur les WC, c'est 5 litres d'eau potable. Alors peut-être ici en Suisse, il y a pas mal d'eau, effectivement, vous êtes chanceux, mais dans le sud de la France, c'est un peu plus compliqué. Du coup, il faut créer des WC. Comment est-ce qu'on fait un WC où on consomme, je ne sais pas moi, 1 demi-litre d'eau chaque fois qu'on fait ses besoins? Pourquoi est-ce que ce n'est pas inventé? Pourquoi ce n'est pas sur le marché? Moi, je ne comprends pas. Donc, tout est à créer dans un monde où il y aura 10 fois moins d'énergie. Alors, on peut prendre le parti, c'est un peu comme les assurances incendie. Tout le monde qui a une maison a une assurance incendie, mais personne ne s'attend à ce que sa maison brûle demain. Alors pourquoi, si on ne s'attend pas à ce qu'elle brûle, pourquoi est-ce qu'on a une assurance incendie? Il y a un petit risque, il est 1 sur 1 million que la maison brûle, et pour ce petit risque, on considère que c'est quand même important d'aller travailler 3 jours par an pour payer l'assurance. Donc on passe du temps pour financer quelque chose dont on espère que ça n'arrivera pas, mais on ne sait pas. Je me dis, si on croit, on pourrait très bien imaginer que
pourquoi pas, le risque qu'on ait que 10 fois moins d'énergie dans 10 ans, 15 ans, il pourrait exister. Enfin, le risque existe. On peut le considérer et se dire, allez, 7 jours par an ou 15 jours par an, parce que le risque est possible, je passe du temps pour faire en sorte de consommer rien. Alors, il y a plein de façons pour ne pas consommer d'électricité chez soi, par exemple. Vous pouvez disjoncter. Voilà, tous ceux qui ont des congélateurs, ils vont dire mais c'est pas possible, j'ai un congélateur. Du coup, à cause d'un congélateur et d'un frigo et d'une box, on est obligé de tout le temps de rester branché, alors qu'il y a plein d'appareils en veille qui consomment une multitude de choses et qui servent à rien. Les cuisinières, pareil. Moi, j'ai une cuisinière, j'ai toujours cuisiné avec des grosses casseroles, ça mijote, c'est sympa. Et j'ai découvert les marmites norvégiennes. Alors, c'est des choses qui sont assez... Tout le monde connaît la marmite norvégienne en se disant c'est pas une invention, c'est pas très sympa. Alors moi j'ai collé un tout petit résistance chauffante dans la marmite norvégienne sous la casserole et je consomme 0,5 kWh pour cuire un lapin pendant 2 heures, voilà. Ou une grosse soupe. Alors que si je laisse mijoter pendant 2 heures, j'en consomme 5, 6, 7 fois ça. Voilà. Du coup, tout est inventé pour que ça soit facilement mis dans une maison, pour que les gens aient envie de l'acheter, de l'avoir. Alors, les voitures, n'en parlons pas. Il faudrait qu'on aille peut-être là, et en fait, on va là-bas, loin, loin, loin. Je ne sais pas pourquoi, mais ça viendra à un moment donné. Pareil sur les chaussures, on consomme des chaussures à tire-larigot, on les jette. Personne ne se préoccupe vraiment de comment est-ce qu'on recycle une chaussure. Quand elle a un petit trou, elle est moche, on ne va pas aller avec une chaussure trouée devant tout le monde, ça marquerait mal. Du coup, je garde mes vieilles chaussures, voilà, et quoi qu'il se passe, je les garderai tant que... Même si à la fin, j'aimerais bien pouvoir marcher pieds nus, même dans les magasins. Parce qu'il y a des magasins où on ne peut pas rentrer pieds nus, où je suis obligé de mettre des chaussures. Mais je trouve ça sympa de marcher par terre. Pareil, les lampes, ça consomme beaucoup. Les logements, tout est accré sur les logements. Les normes aussi. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui s'occuperont peut-être dans leur future vie de normes. Mais par exemple, un logement BBC, en France, c'est très basse consommation. C'est un logement qui consomme moins de 50 kWh par mètre carré par an. Alors, il y a des gens qui ont des très, très belles maisons. Alors, en Suisse, c'est un petit peu différent parce que j'ai entendu dire que la construction de la maison, le coût de l'isolation était intégré au coût global de la consommation d'énergie d'une maison. En tout cas, je sais que c'est en cours, donc c'est sympa. En France, c'est pas du tout ça. Vous pouvez avoir une immense maison de 1000 mètres carrés. Vous divisez ce que vous consommez par la surface. Si vous êtes en dessous de 50 kWh par mètre carré, vous êtes une maison BBC. Et le gars à côté qui a une tiny house, une toute petite maison, vous savez, sur roulette, qui aurait un poêle, alors il n'est pas trop bien isolé, il a un petit poêle, il brûle du bois. Lui, même s'il en consommait 2 fois plus, au mètre carré, il ne serait pas BBC. Alors que, globalement, il en consomme 100 fois moins que celui qui a la grande maison BBC. Et ça, je pense à un moment, il faudrait dire, c'est pas juste par mètre carré, c'est par individu, ça serait intéressant de regarder. Mais là, c'est des mentalités qui vont falloir évoluer et c'est pas gagné. L'autonomie énergétique. Il me reste 15 minutes, après je vous laisse 15 minutes de questions, et comme ça on aura fait. Alors, on est un rare système, enfin c'est jamais arrivé dans l'histoire de toutes les populations, où il fallait plus d'énergie pour produire une calorie alimentaire qu'on allait en récupérer pour en mettre dans sa bouche. Un oiseau, un rapace qui cherche une proie, il va dépenser une certaine énergie pour chasser, et forcément le produit de sa chasse est plus riche que ce qu'il dépense pour chasser. Sinon, ce n'est pas viable. Il fait ça 2-3 fois, puis après, il meurt de faim. Donc, tous les systèmes, pour se nourrir, consomment normalement moins d'énergie pour produire la nourriture qu'est-ce qu'ils en récupèrent pour se nourrir, parce que du coup, ça permet de faire autre chose, un peu de temps, et pas faire que son temps à chasser ou à cultiver ou à préparer la nourriture. Et aujourd'hui, en tout cas en France, alors c'est celui qui a créé Cocopelli qui m'a mis ça dans la tête. Alors je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais je pense que c'est de l'ordre d'idée. Il faut 15 calories pétrole pour fabriquer 1 calorie alimentaire. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez désolant, sachant que quand vous achetez une boîte de quoi que ce soit, à aucun moment donné, vous avez une idée de combien consommer d'énergie pour le fabriquer. Et ça, pareil, il faudra peut-être un moment que les gens se posent la question ou le disent. Ça serait bien que ça soit écrit sur des boîtes. Pareil pour cultiver, récolter, voilà.
L'autonomie en eau, pareil. Les gens, à aucun moment donné, on a dit, alors je ne sais pas, peut-être en Suisse ça change, mais en France, il n'y a pas de limite. Vous consommez 100 mètres cubes, 200 mètres cubes, 500 mètres cubes. Les prix ne sont même pas progressifs. Et je trouve dommage que ça ne soit pas... À un moment donné, on pourrait dire, on a tant par personne et on pourrait consommer un peu moins. Alors sur la mobilité, alors ça c'est sympa, j'ai fait pas mal de vélos, de remorques à vélo, de vélos solaires. On m'a même prêté un vélo à 3 roues où on peut mettre 2 dessus avec un toit solaire, un panneau solaire, c'est sympa. Et il y a une constante, que quand on déplace un véhicule, on consomme toujours 1 Wh pour déplacer 10 kg sur 1 km. Montée, descente, enfin si on fait l'aller-retour, on arrive comme ça. Et quand on regarde une Zoé, une petite voiture électrique, on est à la même chose. Et quand on voit une grosse voiture électrique, alors elle est plus performante sur certains niveaux, mais comme elle va plus vite, il y a plus de frottement d'air. Et du coup, on arrive toujours à ce rapport. C'est 1 watt pour 10 kg par 1 km. Alors quand on est sur un vélo électrique, le 60 kg plus le vélo, enfin avant, mais le vélo 20 kg, 80 en tout, du coup on consomme 8 Wh par kilomètre. Chaque fois qu'on prend quelqu'un pour un vélo électrique, il consomme 8 Wh d'électricité pour faire 100 km. Une Tesla qui fait 2 tonnes, elle en consomme 200 Wh pour faire un même kilomètre. Alors déjà, il y a une gap énorme, mais surtout, ce qui est très très important, c'est que quand on est à vélo, quand on a fait 20 bornes, on est fatigué, puis on considère qu'on a fait déjà une bonne distance, on peut s'arrêter. Alors qu'avec une voiture beaucoup plus confortable, on pourrait considérer qu'aller travailler à 100 km, c'est pas compliqué. Il y en a pour une petite heure sur l'autoroute, hop, une aller-retour. Du coup, on va faire 400 km ou 200 km par jour. Alors déjà qu'on consommait 20 fois plus, si en plus on multiplie par 10 la quantité de kilomètres qu'on fait, on se met à consommer 200 fois... Enfin, il faut que je fasse le calcul de tête. Si on consomme 20 fois plus et qu'on fait 10 fois plus de kilomètres, ça fait bien 200 fois plus. Voilà. Donc il y a un rapport. Il y a quelqu'un qui fait à vélo, qui fait des efforts, qui en consomme 1, et l'autre, il en fait 200. Et à aucun moment donné, on va dire, toi, bravo, tu as une médaille. En tout cas, en France, c'est même le contraire, parce que pour se garer en vélo dans un supermarché, c'est mort. Vous ne risquez pas de vous mettre un vélo sur une place de parking voiture. Vous venez tout seul, vous n'avez consommé pas beaucoup. Vous mettez sur une place de parking voiture, mais vous mettez votre vélo parce qu'il n'y a rien qui est fait pour votre vélo. Vous vous faites insulter. Là, vous venez avec une énorme voiture qui a consommé 300 fois ça. Vous pouvez vous garer tout devant. Il y a des grandes places là, de 6 mètres par 6 mètres. Donc pareil, il faudra un moment que les gens ils se disent on pourrait consommer moins. Mais tant qu'il y a de l'énergie qui coule à flot, bien évidemment, c'est rigolo d'en cramer. Voilà. Alors, et le 5e, j'avais fait une vidéo avec un vélo spécial et j'avais considéré qu'il y avait, c'était pas le 3e, mais c'était un clin d'œil à 3e, c'était le 5e. Il fallait qu'il soit moins lourd, bien évidemment, qu'il aille moins vite, parce que comme ça on faisait moins de kilomètres, c'était bien. Il fallait qu'il soit moins cher à l'achat, parce que plus on achète de gadgets, même si c'est des fois de la sécurité, mais ça reste des gadgets, ça coûte cher. Et pour les fabriquer, il a fallu beaucoup d'énergie. Il fallait qu'il soit moins confortable, c'était très important. Plus c'est confortable, vous vous rendez même pas compte que vous faites du 130, 140, alors que en 2 chevaux, c'est une époque, mais à 90, c'était la folie. Hein. Il y a tout qui vibrait, vous avez l'impression d'avoir perdu. Alors, c'est moins vite, moins lourd, du coup on ira moins loin, moins cher et moins confortable. Voilà. Et vous regardez, toutes les voitures qui sortent, elles sont plus lourdes, plus confortables, pour aller plus loin, elles sont toujours plus chères, elles vont plus vite. Enfin voilà, c'est exactement le contraire. Du coup, sur les véhicules, tout est à créer en tant qu'ingénieur et futur ingénieur qui vont participer. Je pense que dans une grosse boîte qui fait des grosses voitures, s'il y a quelqu'un qui sort un petit vélo à roulettes qui marche bien ou un petit véhicule à 2, ça pourrait être sympa. Voilà. Je sais qu'en France, le marché est complètement bridé. Il y a des petits véhicules sans permis qui ont des petits moteurs Kubota qui consomment absolument rien. Vous faites un plein de 4 litres, vous faites 200 km avec. Alors ça vous prend 4 heures pour faire 200 km parce qu'elles sont limitées à 50 km/h. Mais ça consomme rien. Alors par contre, c'est bridé à 50. Ils ont dit, vous n'avez pas le droit de rouler à plus de 50. C'est dommage, ça ne consommait pas beaucoup. Et en plus, on peut mettre que 2 places parce que sinon, ça pourrait concurrencer la voiture. Ce n'est pas ce qui est dit officiellement, mais c'est le cas. C'est des voitures qui sont toujours 2 places. Donc si vous êtes 3, c'est foutu. Donc il y a quand même des choses à créer, à pousser. Voilà. Et je rêve d'autres choses aussi, c'est électriquement. J'aimerais bien qu'à un moment, une ville entière dise, allez, on fait un jeu, ceux qui veulent jouer,
et on leur offre l'électricité. Par contre, c'est 1 kWh par jour et par personne. Ça sera des initiatives géniales. Du coup, on essaierait, comment est-ce qu'on peut faire pour chauffer un petit peu d'eau? Bon, pas tous en même temps, on ne parle pas de des douches tous les jours. La box, ça sera vraiment limité. En tout cas, Internet, très peu. L'écran, allez, on regarderait tous en même temps. On partagera même un écran pour pas que ça tourne trop. Et je suis sûr... Alors, là, pour moi, c'est un jeu qui serait sympa. Mais personne ne me le propose, donc je ne joue pas à ça. Mais il pourrait y avoir un jeu obligatoire. Je pense que si, par exemple, il y a un compteur en France qui est pas mal, enfin pas mal, c'est fait polémique, mais ça s'appelle Linky. Et depuis l'opérateur, directement, ils peuvent dire, si tu consommes plus que 3, ça saute. Ou ils peuvent dire, si tu consommes plus de 1, ça saute aussi. Donc, ils pourraient dire, où ça pourrait arriver, et ça risque d'arriver, si tu consommes plus de 1 kW en puissance, ça disjoncte. Mais je suis sûr que tout le monde va faire pareil. Enfin, en 15 jours, 3 semaines, les gens ils vont vivre comme avant. Ils regarderont leur télé plus petite, ils feront tout pareil, mais en plus petit. Et, on n'aura pas l'impression qu'il leur manquait énormément de choses. C'est juste qu'aujourd'hui, comme on ne le paye pas à sa juste valeur, on en gaspille. Pour moi, ça m'est assez insupportable de voir autant d'énergie gaspillée. Sachant qu'en 2008, on en a parlé tout à l'heure, c'était le moment où ils ont découvert qu'on ne découvrait pas plus de puits de pétrole que ce qu'il y en avait. Et tout ce qu'on découvrirait ne compenserait pas l'augmentation de la consommation. 2008, on sait très bien ce qui est arrivé juste après. Et moi, je me dis, s'il y a peut-être bientôt plus de pétrole ou si ça va durer que 50 ans, mais les enfants qui vont vivre dans 200 ans, c'est dommage, je peux leur en laisser un petit peu. Moi, je me dis, c'est pas un patrimoine à nous, ça ne nous appartient pas, ça appartient à l'humanité pour peut-être 200-300 ans. On sera content d'avoir un petit bout de plastique pour faire quelque chose. On devrait le laisser pour les nations futures plutôt que de le gaspiller. On le prend comme s'il était à nous, alors que je pense qu'il n'est pas tout à fait à nous, il est aux générations futures. Donc je pense que tout est à relativiser sur les consommations d'énergie qu'on a. Alors, j'ai un sujet sensible. Il y a des caméras, mais on verra si on coupe ou pas. Voilà. J'ai une idée qui m'est rentrée dans la tête il y a quelques temps et je ne peux pas la sortir. Voilà. Et elle m'embête bien parce qu'elle est contraire à l'ensemble de ce que je vois, à l'ensemble de ce que j'entends. Et c'est quelque chose qui me perturbe, qui me rend aigri et bientôt violent, mais bon, je me retiens encore un petit peu parce que je vois bien que c'est trop en décalage. Mais c'est une idée que je voulais partager. Si ça ne vous plaît pas, ça me va bien. Ça voudrait dire que je suis seul fou et ça me va bien parce que si on a tous cette idée-là, ça va être un peu compliqué. Mais je considère qu'elle est sympa à partager. Alors, je me suis renseigné, en gros, 500 grammes de pain en France, en Suisse, ça coûte 3 francs. Voilà. Alors j'ai la question, est-ce qu'il y a autre chose que de l'énergie dans 3 francs de pain? Voilà. J'ai simplifié, 1 franc pour la farine, enfin pour les constituants du pain, farine, levain, eau, sel, 1 franc pour le matériel bâtiment, chauffage, cuisson, et 1 franc pour les salariés, les salaires et bénéfices. J'aurais pu faire d'autres catégories, ce n'était pas très important. Est-ce que quand on paye 1 franc de farine pour faire du pain, est-ce qu'il y a autre chose que de l'énergie? Est-ce que quelqu'un a une idée en me disant, bah oui, c'est pas que de l'énergie, c'est autre chose. C'est le moment de vous exprimer. C'est une question. Pas sûr? Pardon? Des humains qui font la farine. Tout à fait. Pour faire la farine, il faut un tracteur. Et je ne vois pas bien ce que c'est autre chose que de l'énergie, un tracteur. Ni pour l'acier, les pneus électroniques, le verre et le gasoil. Pour le labo, le semis. Alors, il y a le meunier, c'est vrai. Mais le meunier, il fait quoi? C'est une grande question que moi j'ai. Le meunier, il fait quoi? On lui donne une partie de l'argent de la farine, il fait quoi avec? Il se déplace en voiture? Ah mince, c'est encore de l'énergie. Alors qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il se chauffe, il a acheté une maison, et il a fabriqué une maison. Mais comment on fait une maison? Est-ce qu'on peut faire une maison avec autre chose que de l'énergie? Moi, je n'arrive pas à trouver qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre avec son argent que d'acheter de l'énergie. Alors, il y a une petite pirouette intellectuelle, on peut dire, en fait, il a acheté des pommes de terre à quelqu'un qui travaillait en bio. Très bien. Et il travaille même avec un cheval. Donc je dis très bien, comme ça, il n'a pas dépensé de pétrole, il a donné de l'argent pour acheter des pommes de terre, pour se nourrir à un agriculteur qui avait un cheval renouvelable pour faire des pommes de terre.
Mais pour moi, je ne vois pas la différence. Parce qu'il fait quoi avec son argent, le paysan, avec son cheval? C'est une bonne question. Il fait quoi avec son argent? Est-ce qu'il a une assurance? C'est quoi son assurance? C'est bien des gens dans des bureaux qui chauffent et qui viennent en voiture. Du coup, j'ai beau tourner dans ma tête, je ne trouve pas dans 1 euro de farine, est-ce qu'il y a autre chose d'énergie? Est-ce qu'il y a autre chose que de l'énergie qu'on a achetée? Il faut bien payer le vendeur de farine, l'ensachage et le transport de la farine. Donc, et aussi près que je détaille, je ne vois pas d'autre chose que de l'énergie. Alors c'est un filtre, hein, que je vous ai dit au début, c'est un fil d'énergie, mais j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'on pourrait dépenser d'autre que de l'énergie. Alors ça me pose question, parce que du coup, en fait, c'est mon argent, l'argent que je gagne, l'argent que j'ai, c'est lui qui me permet de cramer de l'énergie, de polluer. Enfin, polluer. Alors, la relation entre cramer de l'énergie et polluer, elle est un peu rapide, désolé. Mais a priori, quand on consomme de l'énergie, on a du mal à grader un système. Voilà, on a tendance à le dégrader. Alors, si on la grade à un certain endroit, on amène du fumier, on amène du terreau, des petites plantes. Il faut voir d'où il vient ce fumier. Est-ce qu'on a pris dans une parcelle d'à côté? Oui, parce qu'on ne fait pas du fumier avec de l'herbe d'ici, ou en tout cas très très peu et très très lentement. Donc, quand on agrade un système avec de l'argent, c'est qu'on l'a pris. On a dépensé beaucoup d'énergie. Si c'est du pétrole, c'est cramé. Et si on l'a pris d'ailleurs, on l'a dégradé à notre milieu pour aggrader un autre milieu. Du coup, ça me pose question. Voilà, donc c'est quelque chose qui est angoissant pour moi de me dire tout l'argent que j'ai, je ne vais pas pouvoir faire autre chose que de dépenser de l'énergie et de dégrader mon environnement. Et ça me perturbe un petit peu. J'ai envie de dire, heureusement que je ne travaille pas, comme ça je n'ai pas de problème de salaire, mais je finis par gagner un peu d'argent. Et ça m'embête, voilà. Et ça me pose aussi d'autres questions, c'est quand je dois acheter quelque chose qui est éthiquement sympa, qui est très cher, avec quelque chose qui est dégoûtant, éthiquement, les gens sont mal payés, mais je ne le paye pas cher, et ça me pose une question qui est ambivalente pour moi, parce que si je le paye cher, la personne à qui je vais le payer cher, c'est éthique, mais il va faire quoi avec son argent? C'est pour se payer des vacances à Honolulu tranquillement, et il n'ira pas en bateau, il ira en avion avec du kérosène. Du coup, je suis coincé. C'est une situation qui est assez compliquée pour moi. Du coup, j'essaie d'essayer de le résoudre. Alors, j'ai vu que vous étiez bien placé en Suisse. Je n'avais pas regardé, mais j'ai fait le feuillard hier. Bon, en France, on est vraiment des gros consommateurs. Consommateurs, hein, c'est l'argent qu'on dépense, qu'on a. Et d'ailleurs, là où il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas beaucoup de PIB. Parce qu'ils ne peuvent pas transformer de la matière pour valoriser et pour le revendre à quelqu'un d'autre. Alors, soit ils ont de la matière, du pétrole, ils vendent directement l'énergie. Soit ils en ont, ils peuvent transformer de la matière et à vendre. Et à ce sujet-là, on transforme une énergie, on transforme de la matière avec une énergie, ça nous permet de la vendre plus cher, et avec cet argent en plus, et c'est là que le rapport est direct, on peut s'acheter plus d'énergie pour en refaire et pour vivre. Du coup, c'est compliqué pour moi. Et du coup, la semaine prochaine, je m'en vais au Sénégal, parce que je pense qu'il y a pas mal d'Africains qui pensent que c'est génial. J'ai fait 2 ans d'Afrique aussi, par ailleurs. Et le rêve européen est quand même assez tenace là-bas. Et moi, je me dis que finalement, notre futur sans pétrole a consommé 10 fois moins. Il est à la portée de notre main. Il est à portée de longue vue. Il est juste de l'autre côté de la Méditerranée, dans certains pays. Donc, je vais aller spécialement en brousse, où il n'y a pas d'électricité et pas de pétrole. Je vais bien voir comment ils se débrouillent. Et je ramènerai ça ici pour les jours à venir, où peut-être il y aura un peu moins d'énergie. Voilà. J'ai survolé tout ce que j'avais fait, mais c'est pas grave, on n'est que là qu'un petit moment ensemble. Si quelqu'un a des questions, c'est le moment. Je m'excuse, c'est un peu... mais comment tu vas au Sénégal? Alors, je l'ai dit, je parle. Alors là, j'ai parlé, je vous ai mis dans le groupe, mais je fais des vidéos et je ne parle que de moi. Je montre ce que je fais et je montre que je suis heureux de le faire. Voilà. À aucun moment donné, dans ce que j'ai dit, je ne m'exclus de la problématique. J'ai plein d'argent, ce qui me permet de pas travailler. Et cet argent-là, c'est une culpabilité que j'ai qui est violente. Et je fais ce que je veux, comme tout le monde avec. Voilà. Donc j'irai avec du kérosène, bien évidemment, consciemment. J'irai avec ma fille aussi, consciemment. Alors je pourrais y aller tout seul. Mais
y a plusieurs étapes dans l'action. Enfin, avant l'action, il y a une réflexion. Voilà. Et quand la réflexion est insupportable et elle nécessite une action, il y aura l'action. Voilà. Alors sur beaucoup de choses, la réflexion a été insupportable, donc je suis devenu à l'action. Mais sur d'autres choses, je suis juste à la réflexion. Voilà. Il faut que je sache d'où provient la nourriture que je mange. C'est insupportable pour moi de ne pas savoir d'où vient mon blé, d'où vient la viande. Je ne peux plus. Du coup, il y a des paysans en bas de chez moi, je regarde les jumelles, alors j'ai une jolie vue, je peux voir un peu loin. Et je vois bien qu'il y a un fermier qui est là-bas en face avec des vaches, et puis ils ont des chèvres. Je suis allé chez eux et j'ai dit, je veux vous aider, c'est gratuit, mais je veux savoir comment vous fonctionnez. Alors les gens étaient hyper contents. Alors comme c'est tellement sympa de bricoler avec la matière et la nature, que du coup je les aide. Je suis content d'aller là-bas, je le fais gratuitement. Et bien évidemment, à chaque fois qu'ils ont un surplus, soit de fumier, soit de paille, soit de viande, soit de fromage, tiens, Barnabé, il m'en donne. Et du coup, j'ai pas besoin de travailler par ailleurs pour gagner ça. Donc ça marche plus en troc. Alors c'est pas un troc qu'on peut étendre à tout le monde, mais pour moi, ça fonctionne bien avec eux. Voilà. Pareil, j'ai toujours rêvé d'avoir des noyers. Sauf que des noyers, il faut 20 ans pour les planter. Et ça c'est compliqué. Du coup, je suis allé voir le paysan qui avait 350 noyers. Il a 85 ans. Et quand je lui dis, on allait aider des maraîchers à 50 km, ça fait un peu loin, là, on ira vous voir, vous. On ne vous connaît pas. On est nous 4, ma femme et mes 2 enfants. On vient vous aider. On vous donne 4 demi-journées par an. C'est cadeau. C'est parce qu'on sait, moi je le sais, que les agriculteurs sont mal considérés. Surtout en France, c'est insupportable. Ils se suicident à cause de ça. J'ai dit, nous, on va vous aider. C'est cadeau. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez venir un peu à l'avance. On va vous aider. Du coup, on ramasse les noix avec lui, partout où c'est trop pentu pour pas qu'il puisse mettre une machine. Et quand on a fini de ramasser, alors maintenant on est une trentaine à venir l'aider à ramasser, il est tout content. Il n'en revient pas, il ne comprend pas pourquoi les gens viennent ramasser des noix. Bon, on fait la fête après, on est content, on repart avec un sac de noix. Et quand les noix sont finies d'être ramassées, je lui dis, Gilbert, on a fini? Il me dit oui. Du coup, tout ce qui reste là, qui est tombé après qu'on soit passé, c'est pour moi. Il n'y a personne d'autre. Je dis, non, on ne ramassera plus, tu peux tout prendre, ça me fait plaisir. Chaque année, je ramasse 150 kilos de noix fraîches qui sont tombées après la récolte. Donc, entre aider un paysan et dans mon coin me dire, j'aimerais acheter personnellement, à grand coup d'argent, une parcelle pour y planter des arbres qui, dans 20 ans seulement, vont produire, c'est une entreprise qui est financièrement colossale et en temps aussi, alors que aider un papy à ramasser des noix et en récupérer bien plus que ce que j'en aurais avec 3 arbres, ça me fait super plaisir. Voilà. Donc, c'était une petite aparté. Je ferai plus court les réponses après. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de faire juste une remarque qui participe à la réflexion, parce que moi, ça fait 5-6 ans que je regarde vos vidéos. Et bon, je vous remercie beaucoup d'être là. Et par rapport à cette incapacité de l'être humain à s'auto-limiter, j'ai commencé à plancher sur la question, parce que c'est mon métier, je suis dans la neurologie. Donc le développement du cerveau, il se fait par des étapes qui commencent par le cerveau reptilien, qui est justement un cerveau qui est très peu à regarder en avant, anticiper les choses, il est juste dans le confort et le plaisir instantané. Et malheureusement, la société elle participe beaucoup à ça. Et contrairement à vous qui allez justement de l'avant, qui avez dû réfléchir, trouver des solutions qui sont justement plus du néocortex, donc la partie la plus évoluée de notre cerveau, et bien c'est ça qui fait qu'à la fin, on se rend compte qu'il va falloir faire quelque chose. Alors que justement, collectivement, on est un petit peu, excusez-moi, retardé ou en train de régresser, de ne pas voir le futur. Donc ça, c'est un phénomène naturel, mais la réflexion qui est la conséquence de cela, c'est que soit on doit s'éduquer tous, s'aider tous, puis progresser tous, soit alors effectivement, on va vers l'effondrisme, ça nous tombe sur la figure, puis voilà, on apprendra à ce moment-là. Donc moi, je ne stresse plus par rapport à ça. Tout à fait. Alors là-dessus, oui, alors je ne le raconte jamais, mais je me rends compte, j'ai lu pas mal de livres sur les gens d'avant, à l'âge de pierre et tout ça. Et effectivement, si on ne pouvait pas se goinfrer, tous ceux qui n'ont pas pensé à se goinfrer à un moment donné ou qui n'ont pas eu du plaisir à se goinfrer, je pensais même plus comme ça que c'est raconté, ils sont morts de faim dans l'hiver. Ils se sont dit non, mais ça ira, je ne vais pas me remplir l'estomac, en plus ça ne m'amène aucun plaisir, après j'ai envie de vomir. Non, et eux, à un moment, il n'y avait plus de nourriture, c'était l'hiver, et ils sont morts, c'est certain. Du coup, il y a les gens qui ont eu la chance de trouver du plaisir. C'est complètement décorrélé normalement, mais là, il y a une corrélation entre un plaisir, de la dopamine, et s'en mettre plein la panse. Ces gens-là, ils ont survécu. Du coup, ils ont pu se reproduire, transmettre ce gène de coïncidence qui était complètement improbable d'avoir du plaisir à se goinfrer. Voilà. Et on l'a gardé, c'est reptilien. Et pareil pour se reproduire, et j'aime bien dire aussi pareil pour la violence. Le gars qui a tué l'autre, mais
il a pas fait, enfin, c'était génétiquement, il a pas vraiment, il avait un gène de violence. Bah, lui, il a gagné, et il a pu se reproduire, l'autre. Il allait, mais il était trop jeune, il n'a pas pu se reproduire. Donc je pense qu'on est issu de gens un peu violents, un peu goinfres. Et aussi un autre truc dans les reptiliens, c'est les fainéants. Le gars qui a dit « Non mais attends, je vais faire une immense statue, ça va être génial », alors que tous les autres, ils engrangeaient de la nourriture pour l'hiver. Et après, il a dit « Regardez comme c'est beau ». Il n'y a plus personne déjà. Et puis après, il y a l'hiver qui arrive, il n'a rien prévu, il est mort. Donc celui qui voulait dépenser de l'énergie inutilement, ben, il s'est cramé. Voilà, ça ne s'est pas transmis comme gène. Du coup, oui, on est fainéant, goinfre et assez violent. Ça, c'est notre cerveau reptilien. Et du coup, je m'en rends compte. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Et on vit dans un monde qui marche là-dessus et qui fait une propagande. Et j'arrêterai là-dessus. J'entends bien qu'il y a une propagande pour avoir des grosses montres, des grosses voitures, des grosses piscines, des grosses maisons et aller loin en vacances. C'est une propagande qui est continuelle. Vous ouvrez un magazine, c'est ça. Si c'est scientifique, c'est encore plus des grosses montres, des grosses voitures. Je suis abonné à Science et Vie, je déchire les pages pour mon fils sur les publicités, mais du coup, il reste plus que 2 pages. Et du coup, je suis parti là-dedans. Maintenant, je suis un influenceur. Il y a un niveau. En dessous de 50 000, tu n'es pas influenceur. Après 50 000 abonnés, tu es influenceur. Donc, tout ce que tu dis influence une partie de la totalité. Donc, voilà. Donc, c'est sympa pour moi. Et du coup, j'ai décidé de partir en propagande. Alors, je critique jamais personne, parce que si je critiquais les gens, ils me diraient, ça partir dans une polémique, ouais, tu dis ça, mais t'en sais rien, tout ça. Alors, je parle jamais je critique jamais. Je montre juste que je peux mouler un peu de café, je partage des moulins avec des gens qui veulent faire de la farine, puis on fait notre pain ensemble, et c'est sympa. Et les gens qui achètent leur pain, qui payent leur facture d'électricité, ils se disent, merde, lui, il arrive. Et du coup, je pense que j'imagine qu'eux se sentent ridicules, et c'est ce que j'essaie de faire me paraître, juste en montrant que moi, je suis souriant, et donc c'est le personnage qui est content de ce qu'il fait, en espérant être un exemple. C'est un petit peu ça l'idée, effectivement. Bonjour, merci beaucoup pour le partage. Vous nous avez posé deux questions. Finalement, est-ce qu'on comprend, on partage votre approche basée sur la lecture énergétique des mécanismes? Et puis la deuxième, le rapport à l'argent avec une forme de culpabilité. Alors juste là-dessus, moi je partage l'avis que tout est énergie. On distingue même l'énergie cinétique et la potentielle. Et je pense que dans ce que vous décrivez dans les mécanismes d'utilisation de l'énergie, on est dans la cinétique, et l'argent pourrait être dans cette image-là, être l'énergie potentielle, plein potentiel. Ce qui permet tout de suite après de commencer à relativiser l'argent, puis à pas y voir forcément une notion de culpabilité, parce que cette énergie potentielle, si elle est utilisée en sachant que derrière on consomme du renouvelable ou pas, et si on pose le principe que l'énergie potentielle est utilisée pour fabriquer des mécanismes qui vont utiliser le renouvelable, la low-tech, si l'énergie potentielle est mise au service d'un système qui nous permet transitoirement d'utiliser ensuite du renouvelable et de fonctionner sur du renouvelable, alors là, l'énergie, elle est bien investie parce qu'elle ne consomme pas quelque chose qui est perdu à jamais. Elle va consommer temporairement pour nous permettre de produire sur le long terme quelque chose d'équilibré. Alors c'est peut-être ça, la petite pirouette dans le modèle de vision avec l'énergie potentielle mise au service des outils qui permettent d'augmenter l'utilisation du renouvelable plutôt que le non renouvelable. Je trouve qu'il y a un biais dans cette réflexion. Alors, elle n'est pas à vous, parce que j'ai cette même réflexion. Donc, je vais me parler à moi-même et vous serez là, public, de ma réflexion. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Avec plein d'argent, on va faire du renouvelable. Mais on va réutiliser des choses qui existent déjà. Mais celui qui fait... C'est un exemple qui m'a toujours choqué, qui m'a choqué à une époque. Les gens, ils me faisaient un radeau pour faire traverser des écoliers entre une rivière, et ils avaient fait un radeau avec des bouteilles de Coca-Cola vides. Et c'était cute, hein, tout le monde trouvait ça chouette. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut déculpabiliser des gens d'avoir utilisé des bouteilles à usage unique, à tel point de dire, ben merci d'avoir, je vais être grossier, salopé, hein, l'environnement avec des plastiques.
pour nous permettre de faire traverser des enfants d'un point à un autre. Alors qu'en fait, on a oublié le fond, c'est qu'on aurait pu, avec tout cet argent-là, payer une maîtresse pour que l'enfant puisse se pouvait traverser ou autre chose. Mais du coup, c'est là que je vois, on a toujours une réflexion de rajouter un petit peu de technique. Et dans cette technique, il y a souvent un petit peu des difficultés. Et ces difficultés, elles engendrent d'autres problématiques qui sont un peu plus coûteuses et en énergie et finalement, qui, moi, de mon point de vue, ne me rendent absolument pas résilient. Bien au contraire, chaque fois que j'essaie avec de l'argent de trouver une solution, bah, ça me rend moins résilient, ça me rend dépendant d'une forme d'énergie. Quand j'achète des panneaux solaires pour lire la nuit, et je me dis je suis autonome en électricité, je suis génial. Non, tu peux lire la nuit, tu peux lire la journée et dormir la nuit. Il y a tellement de choses simples qui se résoudront sans argent, par la simple réflexion, mais tant qu'on aura ce cerveau reptilien là, qui est en disant je vais simplifier la vie, je m'occupe de tout. Voilà, je vous fais de la farine, j'ai une super technique avec un truc comme ça. Mais du coup, vous êtes tous dépendants de moi. Hein. Je crois que c'est le biais toujours avec de l'argent de croire qu'on va améliorer quelque chose, alors que finalement, on pourrait s'en passer et du service qu'on avait prévu de faire et peut-être aussi de l'argent. Voilà. Mais j'entends bien, j'ai cette même réflexion, bien sûr. Mais du coup, en fait, là, on était sur l'autonomie alimentaire, sur du loisir. Mais où je me dis que les énergies renouvelables ont quelque chose à apporter, c'est, je sais pas, les domaines comme la médecine ou autre, où c'est difficile de se passer des avancées, en fait. C'est-à-dire que, comment dire ça ? Oui, si on a un cancer, à l'heure actuelle, le soigner juste avec les plantes, ça marche que moyennement, disons. Et donc, si on n'est pas prêt à sacrifier une longévité qu'on a actuellement, ben là où je me dis qu'utiliser l'argent à bon escient pour du renouvelable, pour permettre ces activités, ces domaines essentiels, ben c'est comme une bonne idée, quoi. C'est une très bonne idée que je ne partage pas du tout. Alors, la Suisse a vraiment une chance de permettre une fin de vie sympa. Voilà. Parce que la France, on va bientôt rentrer peut-être en débat pour en parler, si on a le droit ou pas de finir sa vie de manière honorable. Voilà. Donc, je te tutoie, oui. Il y a, parce que des gens ont des cancers et veulent être soignés, et il y en a qui ont des cancers très jeunes. Voilà. On ne parle pas des cancers de tout ici, hein, à cause de, vous savez quoi, hein, ni de tous les appareils génitaux à cause des téléphones qu'on met ici. Hein. Du coup, le fond, on n'en parle pas trop. Et par contre, on va dire, pour certains individus qui ne sont pas très nombreux, on justifie, de mon point de vue, d'en faire un petit peu plus en médecine et du coup, de médicaliser tout le monde systématiquement, je ne vais même pas prononcer les mots, de manière obligatoire. Alors effectivement, c'est très sympa pour des gens qui ont des cancers de les soigner et de mettre de l'argent à bon escient. Et là, effectivement, c'est l'énergie potentielle utilisée à bon escient. Mais je trouve, de mon point de vue, où j'en suis aujourd'hui et comme je vois les choses, que de cette bonne intention, il y a eu une dérive, et il y a encore une dérive, et je pense qu'il y en aura encore qui sont au centuple de la bonne intention, qui font qu'on médicalise tout le monde tout le temps, alors qu'on n'a pas besoin. Voilà. Et du coup, pour un bien, on a fait 100 mal peut-être. Voilà. Et c'est ça c'est mon point de vue sur cette question très particulière. Et souvent, pour aider le 1%, on va imposer à tout le monde quelque chose. C'est souvent ce qui se passe. Enfin, c'est dans le système scolaire. Quand un élève est turbulent, en tout cas en France, eh ben, toute la classe se met au niveau du turbulent parce qu'on ne pourrait pas... Ça serait indécent que toute une classe avance et qu'on laisse quelqu'un à la traîne. Voilà, c'est ce qui se passe, en tout cas en école primaire, et qui, moi, me fait un petit peu chagriner, parce que j'ai souvent intervenu dans les écoles. Je me dis, mais pourquoi on lisse par le bas ? On pourrait lisser par le haut, et peut-être cet enfant-là, ou ces malades-là, il pourrait être heureux de mourir entouré de gens qu'il aime, sans avoir besoin d'essayer encore et encore de le soigner. C'est quand même souvent... Je ne dis pas qu'on soigne pour rien. Il y a beaucoup de choses qui... Je ne veux pas dire ce qui n'est pas la réalité. Il y a beaucoup de gens qui sont sauvés, c'est très bien. Mais il y a beaucoup de gens... On essaye encore et encore et ça ne marche pas. Voilà. Donc je pense qu'il y a des dérives et qu'il faut se méfier. Merci.
Bah, nickel. En plus, on est dans le timing. Bah, bravo. Alors, on va passer à la table ronde. Donc, merci Barnabé pour cet exposé, pour avoir partagé ta vision. Maintenant, on va se donner une demi-heure pour élargir la discussion, pour élargir les points de vue. Puis, je vais tout d'abord présenter nos intervenants à la table ronde. Je vais leur demander de nous partager leur vision à travers leurs lunettes. Et puis, je vais ouvrir rapidement encore la discussion avec vous, parce que l'idée, c'est de favoriser cet échange. Donc, permettez-moi d'introduire Julien Soliot. Donc, il se définit comme un ingénieur en design et matériaux. Il est un diplômé de la HSSO Valais-Wallis en mécanique. Et puis, il a plein d'affiliations. Donc, il est directeur de Horus Design SRL, donc un bureau de design d'ingénierie dans un contexte de transition énergétique. Il est aussi ingénieur chez Acrowatt. Et puis, il est membre de Yetic, une coopérative d'acteurs de la durabilité forte. Et puis, finalement, et je pense que c'est la casquette que tu mets aujourd'hui, c'est le président de la section Bas-Valais de Swiss Engineering. Donc, je vous prévois un petit bienvenue. Merci. Trop d'honneur. Ensuite, l'autre personne, je pense que vous êtes plus familière, donc Pierre Roduit. J'ai quand même regardé un petit peu, parce que je te connais comme justement le directeur de l'Institut Énergie et Environnement, mais j'ai regardé aussi un petit peu ce que tu as fait. Donc, tu as un diplôme d'ingénieur en micro-ingénierie, et puis tu as fait le doctorat en robotique, apprentissage machine et modélisation de l'EPFL. Donc, on ne peut pas dire qu'à la base, tu as un profil vraiment no-tech. Donc, tu as côtoyé la technologie depuis quelques temps. Donc, je commence avec 2-3 questions d'introduction. Julien, comment est-ce que tu définis le low-tech? Donc, on a vu une définition de Barnabé. Donc, j'aimerais savoir quelle est ta définition de low-tech et quel est le lien que tu fais avec les notions de sobriété et de réduction d'usage. Parce qu'on a quand même vu clairement un positionnement de Barnabé sur ces aspects. Oui, alors déjà un petit test de micro, vous m'entendez? Ouais. Ça a l'air bon? Voilà, super. Bonjour, bonsoir. Bon, je crois que tu l'as dit déjà pas mal. Je pense qu'il n'y a pas de low-tech si on ne parle pas de limites planétaires. Sur les 9 connus, ou peut-être les 12, on va dire qu'il y en a déjà 7 qu'on dépasse. Donc, je pense qu'avant de parler solution, il faut déjà être conscient du problème. C'est clair, en général, comme on parle de réduction d'usage, on ne parle pas forcément de confort. Enfin, un peu moins de confort. Peut-être qu'on tourne la tête, ça marche. Le micro, il faut que tu mettes de l'autre côté, comme tu tournes la tête là-bas. Ouais, attends, aidez-moi. Je suis novice. Hop. Voilà, c'est peut-être mieux pour tout le monde, comme ça. Voilà. J'en étais où? Notion de limite planétaire, notion des usages, oui, en effet. Donc, on est sous format d'obésité numérique et matérielle. Je dis pas numérique. Ça fait partie des... nos formes, on est sous forme d'abondance complète. Donc, si on ne comprend pas qu'on a des limites avec tout ça... Je vais le tenir, en fait. Quoi. Ouais. Ah, ça marche même quand je tourne la tête. Ouais. Okay. Excusez-moi. Donc oui, il faut être conscient d'abord de ces limites avant de pouvoir aborder le concept des low-tech. Je vais peut-être répondre à la deuxième question en même temps que la première. C'est finalement la définition. Enfin, tu avais formulé... Oui, comment tu définis le low-tech et puis quel est le lien que tu fais avec les notions de sobriété et de réduction d'usage? On avait parlé juste au début du deuxième, c'était... Je peux te faire aussi le lien avec... Est-ce que tu définis le low-tech comme du no-tech? Voilà. Donc, ça, si on veut le pousser un peu plus loin, la réflexion. C'est ça. Pour moi, la première question pour répondre à ça, c'est déjà low-tech, dit pas no-tech. On fonctionne dans une société qui a des éléments qui sont à disposition. L'idée, c'est juste d'en utiliser le moins possible et ne pas... on va dire que... je reprends la définition de ce que disait... Je ne me rappelle plus du fondateur du Low-Tech Lab. Quelqu'un me rappelle le prénom? Corentin, voilà. Il disait la différenciation entre innovation audacieuse ou solution courageuse. L'innovation audacieuse est un peu disruptif. Alors, on va apporter quelque chose de nouveau, on parle de destruction créatrice, hein, c'est un peu ce qu'on dit dans les milieux. Puis l'audacieuse fait plus appel un peu à l'orgueil. Donc on a ce format un petit peu, on arrive, genre un Uber va arriver à proposer quelque chose de nouveau et de complètement disrupté
un élément sans forcément apporter de solution. Puis la solution courageuse, elle répond vraiment à un problème. Elle vient pas juste d'une idée, et puis elle demande du courage pour être appliquée, ce qui des fois on sort un petit peu des lignes traditionnelles. C'est un peu le schéma classique qu'on a. Donc, est-ce que c'est correct de dire que le low-tech, ça correspond plutôt à une nouvelle philosophie de conception et d'usage technologique, plutôt que le refus de la technologie? Merci, je m'étais perdu. En effet, c'est plus ce que je pense, c'est plutôt la philosophie de comment on aborde la technique plutôt que vraiment la technologie elle-même. Donc, on a la pensée depuis son amont jusqu'à sa fin de vie, et on doit éviter de prendre des raccourcis. Ah oui, l'innovation, là, c'est ça que je perdais avant. L'innovation du coussin péteur, l'émulateur du coussin péteur dans une Tesla. C'est une bonne idée d'une innovation audacieuse, on va dire, mais c'est pas une solution pragmatique. Voilà. Merci. Pierre, est-ce qu'on a raison de mettre en opposition le low-tech avec le high-tech, ou bien on fait fausse route en voulant associer le premier terme, donc le high-tech, au développement effréné et globalisé, en opposition à un développement plus local, durable et résilient, qui serait plutôt associé à du low-tech? À force de mettre une question avec quasiment la réponse dedans. C'est mon point de vue. Je pense que ça m'embête un peu qu'on parle de high-tech et de low-tech. Après, il faut vraiment définir ce qu'on entend par low-tech. Mais si on a une conception de quelque chose, enfin, tu l'as bien présenté, Barnabé, c'est-à-dire la version que l'utilisation de la technologie a un impact. C'est-à-dire comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on en fait. À plein d'exemples, tu as sorti, il y a vraiment un impact sur l'environnement, sur ce qu'on consomme. Mais d'un autre côté, la technologie a aussi des endroits... C'est la technologie, j'aime pas parce que ça donne aussi cette version de la technologie, c'est quelque chose qui va nous sauver et puis qui résout tous les problèmes. Non, c'est l'utilisation qu'on en fait en réfléchissant à un impact qu'elle a, qui amène quelque chose. C'est cette vue où on réfléchit aussi à qu'est-ce qu'on prend au niveau de la technologie pour le faire. Maintenant, un panneau solaire qui a 2 fois plus de rendement et qui utilise les mêmes matériaux, il a probablement 2 fois moins d'impact environnemental que l'autre qui a 2 fois moins de rendement. Alors, je ne vais pas faire on parle bien aussi de l'efficacité des moteurs. Ça, c'est un sujet très, très drôle. C'est que plus on les rend efficaces, moins ils consomment, plus on fait des grosses bagnoles. Donc, finalement, ce n'est pas le problème de la technologie qui fait qu'on est plus efficace, parce que finalement, le fait d'être plus efficace, c'est plutôt quelque chose qu'on devrait être heureux d'avoir une technologie qui nous permet d'être plus efficace. Or, ça nous rend peut-être moins résilients. Ça, c'est un autre aspect. Mais d'un autre côté, c'est plutôt l'utilisation qu'on en fait. Si gagner en efficacité veut dire qu'on consomme toujours plus, oui, non, ça marche pas. C'est souvent comme ça. Oui, non, voilà, mais je ne sais pas si c'est la technologie le problème ou le fait que la technologie nous amène à toujours consommer plus. Et on se rend bien compte que là, c'est qu'un endroit où on ne peut pas aller. On ne peut pas toujours faire plus. Donc tu dis, c'est intéressant parce que tu fais le lien avec l'évolution technologique qui nous permet de créer une société qui est plus efficiente, mais au lieu de réduire la consommation, finalement, on a augmenté le bien-être ou la demande de ce qu'on croit être du bien-être sociétal. Via une boulimie, quelqu'un a parlé de boulimie énergétique ou de boulimie numérique. Ouais. Mais oui, je sais pas, je regarde mes gamins, je regarde la masse de choses qu'ils ont, et puis est-ce que tout est essentiel? Et même pour nous, est-ce qu'on vit? Est-ce que tout ce qu'on fait est essentiel? Je pense qu'on a énormément de choses. C'est pas l'amas de technologie, c'est pas l'amas d'énergie qui va nous rendre plus heureux la plupart du temps. Malgré tout, je pense quand même, quand je compare à 3 générations en arrière, 2-3 générations en arrière, je pense malgré tout qu'on a quand même la chance d'avoir, tu parlais d'artistes, d'avoir plus de gens qui ont l'occasion de faire d'autres choses et de ne pas être en train de trimer comme des malades toute la journée. C'est un confort agréable. Quel est le confort qu'on peut se payer avec l'environnement qu'on a? C'est une question. Mais certaines fois, quand on prend des gadgets et des trucs inutiles pour les foutre à la poubelle juste derrière, tu as bien parlé aussi de je me rappelais des règles aussi de conception de produits. C'était ce qu'on voyait quand on était en microtechnique. On apprenait aussi ce qui devait se faire à un endroit, mais qu'on ne nous disait pas appliquer. C'est-à-dire, tu fais des pièces qui te permettent de durer 5 ans pour être sûr qu'on remplace les appareils tous les 5 ans. Ça te fait un marché. Et là, tout l'esprit qui est là-bas derrière, il est aberrant. Donc là tu es en train de bouger vers un concept qui est connu comme l'économie de la fonctionnalité. Arrêtons de vendre le produit et vendons plutôt le service.
Puis je vais arriver peut-être, Julien, avec le lien avec le fait de vendre. Tu es un entrepreneur, tu as travaillé dans l'industrie, tu as fondé ta propre entreprise. Est-ce que ça se vend bien, le low-tech? Ou comment vendre le low-tech? En vrai, j'en ai jamais vendu. Donc je ne peux pas vraiment te le répondre comme ça, mais c'est souvent comment dire, dans l'aspect low-tech, il y a l'aspect du savoir, il y a un peu du partage du savoir. Et cet aspect-là, je ne pense pas qu'il soit bien accepté dans nos sociétés. La privatisation, les brevets, voilà. On parlait d'open source, c'est souvent quelque chose qui fait peur. Donc on va trouver peu de personnes qui vont être motivées à s'investir. Mais qu'est-ce que j'ai à gagner? Finalement, on a tous à gagner vu qu'on partage un savoir. Mais comment le mettre en valeur et comment motiver des gens à adhérer franchement, je n'ai pas de réponse, quoi. C'est toujours, en effet, c'est la base, hein, le crowdfunding, finalement, faut que ça vienne du bas, hein, c'est bottom-up, hein, plutôt que des investisseurs traditionnels. Et pour le vendre, il faut réussir à trouver un schéma qui soit un peu différent. Et puis tout ça, ça demande, je pense, des transformations culturelles assez profondes. Je ne pense pas qu'on ait l'habitude. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on apprend. Pas par le biais du marketing, en tout cas. Donc tu trouves peu d'acheteurs aujourd'hui. Tu penses que comme société, on n'est pas encore prêt à accepter. Il y a plein de partisans, mais je sais pas. C'est peut-être dur à flairer, mais populairement, en tout cas, c'est pas forcément intéressant. Puis si on réfléchit au développement durable, donc parce qu'on ne se cache pas, on est dans une urgence climatique, on est dans une nécessité de réaliser une transition rapide, à grands pas. Donc, Bernabé, tu l'as très bien démontré. Mais donc, où est-ce qu'il faut mettre l'accent sur l'efficience, sur la réduction de la demande, sur le low-tech, ou est-ce qu'il faut y croire dans la technologie, dans le high-tech, pour trouver les solutions qui vont nous aider à cette accélération? Puis là j'ouvre un peu la question aux trois. Donc, j'aimerais bien que vous me répondez l'un après l'autre, à voir quelle est votre vision. Peut-être je peux commencer par Bernabé. Pourquoi pas je ne vais pas parler du développement durable, c'est rien que moi, développer durablement, c'est difficile pour moi dans ma tête. Mais je passe cette problématique. Et tu as parlé d'innovation et ça me rappelle une histoire. Chez les Inuits, qui survivaient de manière autonome à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, les enfants devaient reproduire absolument les raquettes comme leurs parents. C'était extrêmement important parce qu'elles avaient permis à leurs parents de fonctionner et encore et encore et encore. Et en fait, la seule chose qui permettait de durer, c'est de faire pareil. Et moi, le premier, je pense qu'à innover tout le temps. Je raconte des histoires que personne n'a entendues. J'ai encore découvert une décortiqueuse de châtaignes qui fait aussi décortiqueuse de glands. J'arrête pas d'innover. Et je me dis, mais en fait, on avance. Alors, c'était un petit peu l'idée. On avance quelque part en se disant que ça va aller mieux. Mais en fait, on crée toujours des dépendances. Et du coup, je pense que le mot innover, on a l'impression que l'innovation est une solution. Alors que peut-être, et je pense qu'il faudra le poser clairement, peut-être c'est le problème. J'ai pas envie de dire l'inverse. Tu as un point de vue à proposer? Moi, j'ai peut-être un point de vue un peu différent, mais c'est un point de vue... J'ai compris où tu mènes. Je veux dire, si tu pars de la version, je veux dire, je ne vais pas innover, je vais être en contrôle de tout, je vais être capable de tout gérer, reproduire comme c'était fait avant, finalement... Tu as monté le graphique au début. C'est 8 milliards d'habitants, t'en rases combien? Si on veut revenir à une vie d'une certaine époque, dans l'indépendance, et puis on peut avoir une partie des gens qui le vivent comme ça, mais il faut se rendre compte aussi que ça veut dire que si on en revient où chacun... Enfin, c'est spécial parce que tu as ce mot de dépendance. C'est quelque chose, j'ai l'impression de dépendre quelque chose, dépendre de quelqu'un, dépendre de quelque chose. C'est viscéral chez toi de dire si je dépends quelque chose de quelqu'un, c'est pas possible. Puis moi, une vie de société, c'est quelque chose qui est ultra important. Je veux dire, depuis qu'on est petit, on dépend des autres. On dépend de nos parents, on dépend de nos environnements, on dépend des autres aussi pour être heureux. Je veux dire, vivre tout seul dans sa forêt, enfin, ça me motive peu. Enfin, tu as aussi une famille, des enfants, on dépend d'autres personnes en permanence. C'est presque bizarre d'avoir cette antinomie entre la dépendance et le bonheur.
Moi, j'ai de la peine à... Alors, c'est plus que la tech, c'est plus rien. On est très loin du début de la discussion, mais peut-être pas si loin quand même. C'est que finalement, j'ai pas envie d'être seul. Si j'arrivais à un point où la seule choix que j'avais était de vivre seul, sans aucune dépendance, je sais pas si j'aurais envie de vivre cette vie. Je suis heureux de dépendre des autres. Je suis heureux d'avoir besoin des autres et puis d'avoir un échange avec les autres pour vivre. C'est peut-être trop extrême la réponse. Non, mais il y a souvent l'opposition. Il y a cette peur. Revenir en arrière, c'est la grotte. Non. Et du coup, c'est des liens qu'on a tendance à faire aussi. Et être autonome et vivre en autarcie, c'est deux univers. Voilà. Les gens vivaient il n'y a pas très longtemps en autonomie complète, mais ils n'étaient pas du tout en autarcie, mais à une échelle intéressante. Aujourd'hui, on dépend de choses qu'on ne maîtrise absolument pas. Et du coup, dépendre de ces gens-là et de leur bon vouloir, et quand j'entends qu'est-ce qu'ils vont faire ou les idées qu'ils ont, moi, ça me fait peur. Voilà. Et là, je te rejoins. Je pense qu'on est arrivé à un endroit où si tu prends l'opposition inverse, où on dit un monde globalisé où tu ne sais pas d'où viennent tes produits, de comment ils sont produits, et puis il n'y a que quelques personnes sur la planète qui maintiennent et qui tiennent la chose là, socialement parlant, c'est aussi complètement aberrant. C'est-à-dire que tu fais dépendre de l'intégrité de la population dépend du bon vouloir d'une ou deux personnes. Et c'est un risque qui est énorme parce qu'on est parti sur la version vraiment industrialisation globalisée où tout vient d'un seul endroit sur la planète avec une seule usine avec deux gars qui savent comment le faire. On l'a remarqué. Il y a un retour en arrière tout simplement parce qu'on remarque que c'est pas vivable. Mais quel est le degré de dépendance? C'est-à-dire finalement à un moment, jusqu'à quel niveau on accepte d'avoir cette dépendance et de dépendre des autres? Jusqu'à quel niveau on fait confiance pour qu'on puisse croire qu'ils sont pas là pour notre mal, mais qu'ils sont là aussi pour notre bien? C'est une question. À une époque, c'était l'échelle peut-être du village ou de la petite communauté. Là, c'est qu'on vit avec une vision plus large, quoi. Mais c'est peut-être pas un mal non plus pour moi d'avoir une ouverture un peu plus loin que le village. Ouais, puis vraiment, t'as bien dit, on est allé sur la globalisation, puis là, peut-être la Covid nous a tiré une petite sonnette d'alarme en se disant, on ne connaît pas nos chaînes d'approvisionnement, essayons déjà de mieux les comprendre et puis peut-être les raccourcir un petit peu. Ouais. Est-ce que tu as un avis, Julien? Je pensais à cette petite phrase qui disait tous ces gens qui vont travailler pour s'acheter une voiture qui leur permettra d'aller travailler. Donc, qu'est-ce qu'on est dépendant de quoi et à quel moment on fait quelque chose qui s'auto-allume? Qu'est-ce que tu avais donné comme exemple avant, durant la conférence, qui était un peu de auto-allumage? Alors, sur la voiture, il y a dit autre chose, je sais plus les gens vont travailler, si on divise le temps par les kilomètres qu'ils font, pour payer l'assurance, la voiture, le crédit, tout ça, et ils font du 3,5 km à l'heure, c'est le temps de faire à pied. Ouais, quand tu prends l'ensemble. Ouais. Donc la dépendance. Après, on parlait avant de transformation culturelle. Je partage juste ce qui est noté là, c'est quelque chose qui vient d'Arthur Keller sur les principes des low-tech, puis qui résume bien un peu tout cet élément-là avec cette partie transformation culturelle. On parle d'empowerment, qui est un nom qu'on n'aime pas trop. Tu avais donné une traduction française une fois. L'empouvoirment, mais tu n'avais pas donné un nom. Bon, je ne sais plus. Enfin, mais voilà. Ouais, autonomisation, ça fait plus partie de la résilience collective, mais dans cet aspect-là, on a l'empowerment, donc l'accessibilité au matériel, et puis la partie reliance qui favorise un peu le partage de savoir-faire. Dans ce que tu disais vis-à-vis des éléments que tu dois construire, tu es obligé de partager un savoir-faire. Donc oui, de toute façon, on a forcément besoin d'autres, mais voilà, c'est définir ce grade, en effet, c'est une question qui est difficile. À mon sens, on devrait juste apprendre à faire le maximum soi-même, et puis on a beaucoup plus de plaisir quand on arrive à réparer. J'ai un enfant de Star Wars, ça fait un peu con de dire ça peut-être, mais j'ai mon petit véhicule jaune qui est là-bas derrière. Des fois, je me sens comme Han Solo à devoir le réparer. Alors, il y a tout qui bug, mais j'aurais jamais de problème avec un truc comme ça. Tandis que sur une bagnole, quand on a des réparations, on va changer des blocs complets. Enfin, il y a cet accès où on sent un peu plus. Alors, il y a peut-être plus de défauts des fois, mais enfin voilà, je pense que c'est des choses qui peuvent se compléter, mais en effet, définir un point d'intersection. Je pensais être pris au piège, c'est ça peut-être qui ne te plaisait pas dans une vraie voiture, plutôt que ça. Et se sentir pris au piège Deux aspects, parce que le prix au piège là-dedans, je te laisse rentrer, tu verras que c'est pas c'est pas un Porsche Cayenne. Non, mais un piège où on ne peut pas réparer. On est dans l'incapacité de réparer. Oui, on n'a plus accès, c'est un diagnostic automatique et c'est plus... Là, on perd du savoir-faire, j'ai l'impression. Ouais. Je me permettrais peut-être d'ouvrir les questionnements au public. Est-ce que la discussion déjà vous intéresse? Et puis, est-ce que vous aimeriez participer? Est-ce que vous avez un avis aussi? Ouais?
Oui, moi je félicite Barnabé pour cette chaîne YouTube parce que j'ai un problème avec les low-tech, c'est que souvent le low-tech c'est pas sexy. On voit les low-tech sont utilisés dans les pays en général qui n'ont pas le choix, et puis vous arrivez à le rendre un peu plus sexy, et puis j'aimerais bien qu'on arrive à valoriser le savoir-faire qui est derrière plutôt que la technologie qui est utilisée. Actuellement, chaque fois qu'on a une innovation, c'est une innovation qui apporte de nouvelles technologies, mais pas un nouveau savoir-faire. Vous avez une idée pour valoriser plus les low-tech dans cette direction? Alors, ce mot sexy, je l'aime beaucoup et je l'emploie tout le temps parce que les commerciaux arrivent à rendre sexy une grosse voiture, mais ça leur coûte une blinde. Chaque fois que les gens achètent une grosse voiture, un SUV, il y a 2500 € de publicité. Il y en a qui disent que pour que des gens achètent une grosse voiture, on voit bien qu'il faut leur rentrer dans le crâne à coût de 2500 € de publicité. Pour des vélos, les gens achètent des vélos, il n'y a pas beaucoup de publicité pour les vélos. Voilà, c'est des vélos assez classiques. Du coup, oui, il faut rendre sexy les low-tech, et c'est ce que j'essaye tout le temps de faire. Je suis content de le faire. Je me suis fait un pilon, là, pour ceux qui ont vu, là, en bois, avec un mortier, un pilon pour décortiquer des châtaignes. Alors, tout le monde s'en fiche, vu que les châtaignes, personne ne sait où en trouver, ou peu. Il y en a plein, et je pense que chez moi, il y en a plein, et les gens marchent dessus, ou n'y vont même pas, et elles restent abandonnées là. Du coup, oui, c'est très important pour moi de rendre sexy, de rendre appétant quelque chose qui est ancien, qui est dégradé finalement. Donc je travaille, mais en souriant et en montrant l'exemple que moi je suis content de le faire, ça contribue. Mais j'ai pas trouvé d'autres techniques pour l'instant. Juste pour reprendre ce que tu disais, Julien, je pense que l'empouvoirment, il y a une des manières de le traduire, c'est redonner le pouvoir, d'être capable de faire les choses, avoir le pouvoir sur la technique, savoir comment ça marche, et du coup, et pouvoir l'utiliser, construire, produire soi-même en fait, et comprendre d'où ça vient. Comment réduire certaines ressources qu'on utilise ou comment faire autrement. Pour moi, c'est un petit peu tout ça, l'empouvoirment. Et du coup, j'ai peut-être une question pour les écoles d'ingénierie, en fait. De quelle manière est-ce que vous pensez qu'on peut redonner un peu plus de pouvoir à ces étudiants? Alors, bien sûr, ils apprennent plein de choses techniques importantes, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment le pouvoir sur les machines qu'ils utilisent, voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai cru comprendre, par exemple, que dans les laboratoires ici, ils n'ont pas la possibilité eux-mêmes d'utiliser certaines machines. Enfin, il y a certaines machines qui sont trop compliquées. Comment est-ce qu'on simplifie cet accès? Comment on réduit le gap pour le futur? Voilà. Est-ce que vous y réfléchissez ou est-ce que ça peut faire réfléchir, ce genre de réflexion? Je peux peut-être à Pierre, peut-être, ou à Manuel. Je peux mettre un premier mot. C'est spécial parce que quand tu parles d'empowerment sur la compétence technique, on est dans un endroit où finalement, j'adore bricoler, j'adore comprendre comment les choses fonctionnent. Donc en général, on est dans un milieu où on se ressemblera principalement tous à vouloir comprendre comment les choses fonctionnent. Mais c'est une minorité des gens. Je veux dire, je pense dans une grande partie de mon entourage, ils sont contents de vivre et je suis pas sûr qu'ils ont vraiment envie de savoir comment tel moteur fonctionne, tel truc fonctionne, tel truc. Ils appuient sur le bouton, ils veulent que ça marche. Et est-ce qu'on peut avoir un empowerment de tout le monde? Voilà, mais dans une école d'ingénieurs, c'est spécial parce que il y a aussi. J'espère qu'on arrive à leur donner ce goût, mais j'ai l'impression qu'on le trouve quand même chez pas mal d'étudiants, de vouloir comprendre et de vouloir toucher jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout. Mais probablement qu'on a. Et ça, je pense, c'est peut-être aussi une adéquation entre le milieu pour lequel tu les formes, c'est-à-dire socialement parlant, ce qu'on attend aussi des gens, c'est-à-dire finalement, pour l'instant, on n'est pas dans un mode où chacun doit être capable de vivre par lui-même. Je veux dire, je pense que si on devait revenir à ce mode-là au niveau de la société, ce serait un mode qui serait compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même des gens relativement spécialisés pour être capables de pouvoir réaliser des tâches très spécifiques. Donc, on va sur des équipements, on va les faire comprendre le maximum possible, mais faire comprendre l'intégralité de la science, c'est dur. C'est presque extraordinaire quand tu regardes les philosophes grecs. Il y avait des gens qui étaient capables de dire « je connais tout ». Je sais pas, la science, ce qui est impressionnant aussi, c'est que
on sait qu'on sait rien, quoi. On est content d'en connaître une partie, mais il y a tellement d'autres personnes qui connaissent plein d'autres choses que nous. C'est difficile de... Je pense qu'on arrive à donner un peu... J'espère qu'on arrive à donner ce goût de vouloir comprendre ce que c'est et de comment ça fonctionne. J'espère qu'on arrive à le passer, parce qu'en tout cas, de mon côté, c'est quelque chose qui me correspond bien, mais c'est qu'après, être capable de tout comprendre, quand on veut faire des trucs un peu plus évolués, c'est compliqué. Est-ce que ça veut dire qu'on doit revenir à faire que des trucs simples pour que tout le monde puisse tout comprendre? Je ne suis pas sûr de la solution. J'ai juste envie de rephraser en très bon français ta question. Donc finalement, si je l'interprète un peu différemment, est-ce que le low-tech, ça veut dire justement d'apprendre à utiliser des technologies d'antan, ou de revenir à des technologies vraiment, de savoir comment on épluche les châtaignes, comment on sépare la coque des noix, ainsi de suite, ou bien c'est de continuer de donner la connaissance à nos ingénieurs pour comprendre le monde qui nous entoure et comment il fonctionne, mais leur donner conscience de cette nouvelle philosophie de conception d'usage de la technologie que Julien, tu nous as introduit tout à l'heure. Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt ça? Est-ce que ce n'est pas plutôt savoir quel modèle d'affaires je construis? Donc, le nucléaire, on l'a créé, et ça peut tuer, et ça peut nous fournir de l'énergie. Il y a des grosses inventions qui ont été créées, puis c'est l'usage de l'invention qui peut déterminer est-ce qu'on l'utilise à bon essor ou au mauvais essor. Est-ce qu'on arrive à contrôler le cerveau reptilien par notre partie du cortex? Donc, est-ce qu'il faudra pas plus entraîner ça en même temps que donner de la connaissance à nos ingénieurs de la technologie qui nous entoure? Je sais pas, la question ouverte, peut-être on peut conclure sur avec une série de réponses sur cette question. Laissez un petit... petite création. Tu as peut-être quelque chose, Barnabé? Si on peut soigner avec la chimiothérapie le cerveau reptilien, ça pourrait être pas mal. Là, je finance, c'est sûr. C'est une bonne réponse. Je veux pas rouvrir un volet qu'on n'a pas évoqué, qui est la gratuité. Et ça, c'est quelque chose qui a influencé toute notre société. Si j'ai quelque chose qui ne gagne pas d'argent, je n'ai pas de moyen de vous le transmettre, sauf grâce à YouTube, qui n'est pas gratuit. C'est vous le produit. Mais celui qui fait des plans, qui greffe des arbres, lui, il gagne de l'argent parce qu'il en fait des très spéciaux. Il a tellement d'argent qu'il va dire à tout le monde, il va vous convaincre tout le monde que c'est ça qu'il faut acheter. Et celui qui disait, non, mais j'ai un plan, on met juste la graine dedans et ça fait un bel arbre aussi avec des gros fruits, il n'a pas de moyens. Et du coup, c'est un peu le biais. Je suis désolé, je rouvre une parenthèse, on devait fermer. Mais si on pouvait penser, non pas en termes de business, pour vendre, sachant toute la partie argent que ça va générer, mais du coup, on va influencer la population pour nous, alors qu'on pourrait la rendre gratuit. Et là, ça serait, chacun choisirait sans être influencé quelque part, ou moins influencé. Ça serait, mais c'est un autre débat. Mais cette gratuité, en tant qu'ingénieur, je pense qu'elle arrive, et dans les open source, tu fais le lien justement avec l'open source qui a été introduit par Julien tout à l'heure. Qui n'est pas toujours facile à comprendre. Ouais, quel serait le schéma quel schéma moteur on pourra avoir derrière des éléments quand même de ce type? Donc, Julien, Pierre, un mot de conclusion de votre côté? J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit avant aussi. Le micro, mais... Choisir l'arbre greffé ou l'arbre planté demande la connaissance de l'impact de prendre l'un ou l'autre et de comprendre aussi les enjeux. Et c'est ça qu'on devrait, enfin, chacun devrait essayer de le chercher. Et puis finalement, si on arrive à le transmettre aussi dans nos cours et dans nos formations, je pense qu'on fait quelque chose de bien. Et je pense que c'est vraiment important de le faire, parce que sinon, le risque, c'est comme tu disais, c'est que le marketing à 2500 € te fera prendre la voiture plutôt que d'aller à pied, qui sera moins bon pour ta santé, pour plein de trucs, pour plein de choses. Donc, je veux dire, là, ça devient très philosophique, mais finalement, se former une conscience qui nous permet d'appréhender le monde et de le comprendre et de prendre les choix qui sont les meilleurs,
sont probablement une des choses qui est le plus importante qu'on doit transmettre à nos étudiants, même si c'est souvent peut-être pas le premier sujet des cours qu'on a. Mais... Et puis pour le mot de la fin, je dirais, tu parlais avant de spécialité. Et, la spécialisation, finalement, ça apprend de plus en plus de choses sur moins en moins de choses. Ce qui fait qu'au final, tu sais absolument tout sur rien. Et je pense pour créer un peu, parce qu'on ne peut pas innover sans une vision un peu plus élargie. Donc oui, dans cet aspect savoir ou transmission, il faut qu'on arrête peut-être de trop se spécialiser, puis qu'on arrive à avoir des visions peut-être plus d'ensemble. Et puis des fois, ça signifie en effet des éléments peut-être moins spécifiques. C'est pas grave si un panneau a moins de rendement finalement. Peut-être qu'il a besoin de moins de matière, d'éléments. Peut-être que l'impact environnemental n'est pas forcément meilleur. Peut-être qu'il y a moins de produits chimiques dessus. Donc peut-être des éléments plus simples. Je voyais ton alternateur plat que tu as fait l'autre fois. Je ne pense pas que c'est le meilleur alternateur du monde, mais ça suffit pour la fonction. Donc peut-être il y a des éléments où on n'a pas besoin on en fait peut-être trop. C'est juste de la bonne conscience. Ouais. Poser la question. Bon, merci beaucoup. Merci.